On a besoin de la solution. Si la guerre avait marché, on allait aussi dire alors on fait la guerre. Comme ça, on va protéger les générations futures en prenant les armes. Mais on sait bien que c'est pas ça. Il n'y a jamais une arme qui est là pour protéger. Les armes tuent. Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue sur le NNP Podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes porteurs de bonne énergie. Je suis Martine Light et je suis encore une fois très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors, aujourd'hui, nous nous envolons pour l'Italie. Nous recevons aujourd'hui une femme qui m'a personnellement très inspirée par sa manière de faire. Elle s'appelle Madame Micheline Mwenzike Kamate. C'est une Congolaise. Elle est née à Goma. Elle est écrivaine et initiatrice du mouvement citoyen et non violent Lucha. Alors, on accueille ici Madame Micheline. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir au NNP Podcast. Et aujourd'hui, on va parler de votre livre, votre récente œuvre. Là, vous avez parlé de La guerre a échoué, mais aussi on va parler des prémices de la lutte pour le changement. Alors, avant ça, on a quand même envie de connaître qui est cette dame, qui est Micheline Mwenzike Kamate. Parlez-nous un peu d'elle. Je m'appelle Micheline Mwenzike Kamate, je suis née à Goma. Et puis, j'ai étudié à l'EP Maoua, à l'école primaire Maoua. Et puis, j'ai étudié une partie au lycée Amani, une autre partie au collège Mwanga. Ensuite, j'ai étudié à l'Unigom et puis j'ai travaillé dans quelques organisations humanitaires. Et puis, j'ai eu une bourse d'études pour venir étudier en Italie à l'université Sofia. Et là, j'ai fait des études interdisciplinaires entre la politique, l'économie et la philosophie, théologie. Et moi, je me suis spécialisée dans la politique. Maintenant, je travaille de temps en temps comme chercheur et ouais, je suis aussi activiste de la lucha. Ah, super. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à faire de la politique? C'est vrai, il y a des femmes dans la politique, mais elles sont rares. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique, en fait? Bon, je n'ai jamais été poussée à faire la politique. Je dirais qu'est-ce qui m'a poussée à être activiste? À un moment, je voyais la misère autour de moi et puis la beauté autour de moi aussi parce qu'on a quand même un pays très beau et j'ai eu la chance de voyager beaucoup. J'ai visité plus de 30 villes et villages du Nord Kivu. Et puis, je suis partie un peu à l'ouest, à Matadi, à Banana, à Boma, à Kisangani au centre. On a un pays super et il y a la misère. Et cette contradiction m'a questionnée. Je me suis dit, quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire? Il y avait très peu de choses qu'on peut faire comme citoyen. Oui. Mais la première chose, c'est d'abord de savoir quel est le problème. C'est que s'il y a un problème, il y a quelqu'un qui, quelque part, n'a pas fait son travail. Si moi, je fais les miens correctement, il y a quelque part quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Et c'est ça, en disant certaines choses, on devient activiste pour soi, mais aussi pour les autres. Et puis, pendant mon cursus d'activiste, donc à partir de 2012, où j'étais devenue militante de la lucha, jusqu'en 2015 où je suis partie, je me rendais compte qu'il y avait la violence qui avait quand même un rôle très important dans l'accès au pouvoir. Que ce soit l'accès au pouvoir politique ou économique à Goma ou dans la région de l'Est et même à Kinshasa, dans la capitale, la violence avait un rôle très important. Et je me disais alors la politique, c'est quoi? Si pour devenir président de la République, il faut passer par l'armée, le groupe armé. Pour être fonctionnaire, il faut être mandaté par un parti qui a soutenu une rébellion. C'est quoi la politique? Oui. Et du coup, j'ai ces questionnements m'ont chambardée pendant un temps. Je posais des questions aux gens, mais aussi je les posais à moi-même. Je me disais peut-être que ce que j'ai étudié en sciences économiques, c'est pas suffisant. Moi, j'ai fait l'économie publique. Ok, oui. C'est pas suffisant de connaître, parce que l'économie publique, c'est le rôle de l'État. C'est comment gérer la collectivité. C'est pas simplement l'offre et la demande des biens
privée et les résultats, mais c'est aussi le rôle de la collectivité, de la nation, de l'État, de la comptabilité nationale pour décider. Et donc, je me disais, ce n'est pas assez. Et peut-être connaître le vrai sens de la politique, ça pourrait m'aider à me positionner, vraiment pas en tant que politicien, mais à me retrouver, à retrouver un vide personnel. Et je pense que je l'ai retrouvé d'une certaine manière. J'ai eu la chance d'avoir fait des études interdisciplinaires parce que les questions ne sont pas toujours aussi spécifiques que ça. On ne trouve pas toutes les réponses dans un seul domaine. Oui, absolument. Et donc, certaines réponses étaient dans la théologie parce que parfois, je me disais le rôle de la violence dans la Bible, qui sont les dieux de la Bible, il est très violent. Il se bat les Philistins, ils meurent parce qu'ils sont tués par les peuples de Dieu. Et puis, il y a le rôle de la violence aussi en économie, avec le réchauffement climatique et tout. Et donc, du coup, étudier la Grèce, aller retourner vraiment sur la politique comme la gestion de la police, la gestion de la cité. Ouais, ça rafraîchit un peu. On va un peu aux sources et oui, c'est ça. Je pense, pour moi, les études en politique, c'était pour répondre aux questions, à mes vides intérieurs. En tout cas, c'est très intéressant, surtout la controverse que vous avez évoquée par rapport à la misère et à la beauté. C'est totalement deux tableaux différents que présente notre pays. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on parle de votre livre, de ce livre que vous avez écrit sur la guerre à l'Est. Le titre, c'est « La guerre a échoué ». Parlez-nous un peu d'où vous est venue cette inspiration, au fait. Bon, j'écrivais en fait le livre sur les débuts de la lucha parce que je trouvais ça comme un devoir que je devrais faire. Je le portais en moi, je me disais quand j'aurai la possibilité de le faire, je le ferai. Et donc j'avais commencé le projet il y a plusieurs années, mais elle ressortait trop mal. Les premières expériences que j'ai disons, on écrit la lucha, mais après on se dit comment je suis arrivée à être activiste. Pourquoi je ne suis pas devenue militaire? Pourquoi je ne suis pas devenue gang? Justement. Pourquoi on garde cet espoir-là que les choses peuvent changer? Et du coup, oui, on commence cette narration qui est devenue assez personnelle, non? Oui. Et ce livre, c'est comme une première partie du livre sur la lucha. Comment est-ce que je fais le passage de la rage à l'action? Oui. Et je pense, oui, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup d'amour. Mais aussi, je voulais raconter ces traces. Je voulais aussi raconter cet amour que j'ai reçu. C'est ça. Et je pense qu'on est prédisposé à haïr. Absolument. Parce que nous naissons sur un terrain où quand même on nous apprend à haïr. Déjà, de le bas âge, on a vécu la guerre. Et la guerre, c'est pas l'amour. On grandit en nous disant... les autres, ils sont en train de se préparer pour nous attaquer. C'est qu'ils sont comme ça. Les gens qui ont un physique de ce genre, ils sont méchants. Mm-hmm. Et on grandit avec ça. Mais à un moment, il y a quand même un déclic. C'est que les paroles qu'on nous raconte ou qu'on entend dans la rue ne correspondent pas aux faits. Parce que ces gens-là ne se préparent. Disons, moi, je suis Nande et il y a beaucoup de conflits entre les Nande et les Hutus qui se racontent. Mais... les Hutus que je connais, ils n'ont vraiment pas de problème avec moi. Et moi, je n'ai pas de problème avec eux. Donc, c'est qu'on nous raconte là. C'est quoi? Donc, il y a en même temps beaucoup d'amour qu'on se partage à Goma. Et je dis, c'est ça. À Goma, les discours, il y en a, mais dans les faits, il y a beaucoup d'amour. Absolument. Parce qu'au fait, la guerre a échoué après. C'est vrai, les titres, je l'ai eu à la fin. C'était, je pense, 2 ou 4 jours avant la publication du livre que les titres qui étaient sortis. Wow, ok. On avait spéculé sur beaucoup de titres et il n'y avait pas un titre qui collait à la narration. Et donc, oui, ce titre, il a collé et ça a marché. En tout cas, c'est très intéressant. Moi-même, j'ai eu le privilège de lire le livre. J'étais genre, waouh, non mais il y a des gens quand même qui écrivent, hein. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui réfléchissent. Et ça m'a beaucoup parlé. Je pense que c'est un livre que plusieurs doivent lire, surtout notre génération, nous en tant que jeunes.
On doit prendre conscience, en fait, que malgré que l'on vit dans une zone qui nous incite à la haine, comme vous venez de le dire, avec tout ce qui se passe, les massacres, les guerres, on doit faire en sorte que l'amour pour notre pays prime et prenne le dessus. La guerre a échoué parce que l'amour a primé. Si je peux me permettre de continuer votre titre. En tout cas, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup parlé et je pense qu'il est très important que cette génération garde ce mindset, en fait, parce que c'est de là que naîtra notre changement. Merci. Vous écoutez le NNP Podcast. Alors, en tant qu'écrivaine, quels sont les défis que vous avez rencontrés, surtout en abordant un sujet que vous avez personnalisé comme ça, humanisé comme ça? Quels ont été les plus grands défis, en fait? Les défis, il y en a beaucoup. Le premier défi, c'est le défi du temps. L'écriture, c'est pas un travail, ça ne te paye pas à la fin du mois. Et moi, j'ai eu le privilège d'avoir à côté de moi quelqu'un qui m'a aidé financièrement. Oui. Donc, je suis mariée et pendant cette période-là, quand même, je n'avais pas de revenus. Donc, les charges de la famille, ils étaient sur une seule personne, sur mon mari, que je remercie en passant. Oui. Et d'autres défis sont aussi émotionnels parce qu'on ne peut pas tout écrire. Parce que quand... c'est beau, hein? Bon, ça fait des défis, mais après, tu vois, on rentre en soi... On retrouve les blessures, on retrouve les choses très belles. Hein? Oui. Je fermais les yeux et j'ai chanté toutes les petites chansons qu'on chante à Goma. C'est très beau et tout. Mais en même temps, on retrouve aussi les blessures, on retrouve les gens qui nous ont fait mal. Oui. Et que si on ne fait pas attention, on peut tomber dans ça et commencer à... Disons, que ces souffrances et que ces douleurs prennent les dessus et oublier... que on peut pas, en tout cas moi ma rage, c'est pas la rage qui veut tuer, c'est une rage qui veut construire, qui veut guérir. Absolument. Et donc oui, bon, quand on retourne dans nous, oui, on doit continuer, on doit être résilient. Tout à fait. Et on doit continuer à aimer. D'autres défis sont le défi sur la qualité de l'écriture. Et donc à un moment on écrit tout ce qu'on veut, comment ça se passe dans la tête. Moi, c'est ma première expérience, donc je ne savais pas. Mais je m'ai formée en ligne où je lisais beaucoup d'articles et puis je lisais aussi beaucoup de livres. Et puis à un moment, on dit non, tous les livres, ils doivent quand même être sur un seul. Soit tu dois choisir le temps de ton livre. Et moi, j'avais déjà écrit dans tous les temps. Il y avait des parties au présent, au futur simple et tout. Après, c'était difficile. Disons, je me dis, pour les lecteurs, ça devient assez compliqué. Donc, il fallait changer tous les temps du livre. Et dans les temps que j'avais choisis, donc l'imparfait et un peu de... Le présent, le parfait et un peu de passé simple. Au début, je voulais toujours mettre le passé simple parce que j'aime bien. Mais après, certaines parties ne sortaient pas très bien parce que c'est pas tout au passé simple. Et donc, oui, c'était pas simple du point de vue syntaxe. Oui. J'ai fait lire aux amis, à certaines personnes que je remercie aussi ici, en passant. Et parfois, il y a des gens qui te disent, pourquoi tu écris ça? N'écris pas sur les génocides au Rwanda, par exemple, parce que tu vas te tirer des ennuis. Hein? Ouais. Qui est un conseil assez sage. Mais moi, je me dis, oui, bon... On l'a quand même vécu d'une certaine manière. Pourquoi ne pas en parler? Oui, c'est ça. Donc, ouais, bon, on cherche l'angle. Et moi, je choisis la simplicité des faits comme on les a vécus, sans les maquiller, sans quoi? Les faire sortir comme on les a vécus, un peu innocemment et un peu sans jugement. Je suis pas là, dans mon livre, je suis pas là pour dire qui est le bon et qui est le mauvais. C'est pas ça mon intention, ça l'a jamais été. C'est ça. Donc, les défis, il y en a. Donc, du point de vue émotionnel, on rentre dans soi et on retrouve les blessures du passé. Absolument. Mais aussi, on retrouve les choses belles. Et puis, il y a aussi la qualité de l'écriture, la formation à l'écriture. Je ne l'avais pas. Et d'ailleurs, ce livre, c'était un seul chapitre d'un livre de 3 chapitres. Okay. Parce que je ne finissais pas d'écrire. Et quand j'ai fini, j'étais à 3 chapitres. Le premier, il concernait, oui, cette partie qui explique pourquoi on devient, pourquoi je suis devenue militante de la lucha. Le deuxième partie, c'était comment j'ai vécu mon militantisme.
Et le troisième, c'était sur... je me suis regardée, au fait. Ouais. Je regardais... Il y a des blessures que je pense qu'il fallait quand même remettre en discussion parce que ce ne sont pas des blessures d'une seule personne, c'est une blessure de la société. Et oui, vous le découvrirez dans un autre ouvrage. Et on questionne la féminité, la sexualité. Ouais. C'est sûr que beaucoup de gens n'ont pas encore eu l'occasion de lire votre livre. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment est-ce que vous avez vécu votre militantisme et comment vous vivez ça jusqu'aujourd'hui? Ça, c'est un prochain livre qui va arriver. Je pense qu'il va sortir au début de l'année prochaine. Mais un peu pour préparer ça, moi je vis mon militantisme un peu normalement, un peu simplement, un peu avec toutes les vulnérabilités qu'il y a à l'intérieur. Oui. C'est-à-dire, ça arrive qu'on perd du travail, parce que quelqu'un il dit, tu vois, chez nous, on est quand même contraint à la neutralité, surtout politique. Et donc, quand on prend position, tout le monde a peur de nous. Oui. Et donc, du coup, choisir de prendre position, c'est vulnérable. Ça, plus ou moins, c'est ça. Et puis, il y a aussi des moments de joie. On a quand même eu le prix de Ambassadors of Conscience de Amnesty International. C'est un prix qui avait Mandela, Malala. Bon, ça fait du bien. Mais en même temps, Mandela, il avait eu ce prix-là quand lui-même, il était déjà hors de la prison. Quand lui-même, il avait déjà fait, disons, il avait déjà vaincu, il était déjà président de la République. Mais nous autres, on a un prix quand on est encore là. À l'époque, il y avait Kabila qui était en train de changer la Constitution. Il y avait, s'il faut qu'on parle de la lucha, parce que vous êtes activiste du mouvement, donc j'aimerais quand même qu'on en parle un tout petit peu. Sur autant d'années d'expérience, parce que si je ne m'abuse, le mouvement existe depuis 2012 ou 2014 ? 2012. Voilà, depuis 2012. Sur autant d'années d'expérience, est-ce que vous pensez que vous avez atteint vos objectifs en tant que mouvement pour la lutte, pour le changement ? Est-ce qu'on s'était fixé des objectifs du genre on doit les atteindre ? C'est peut-être ça la première question. Je pense que quand on devient militante, c'est pas qu'on dit on a des objectifs qu'on doit atteindre. C'est qu'on a une vie qu'on doit faire. OK. Et on a des choix qu'on doit faire. Et je pense à ce sens-là, nous avons fait notre part. En devenant militante, on n'a pas décidé de porter le poids du changement sur notre dos et de dire nous allons faire ce que le président devrait faire. S'il ne fait pas son travail, on n'est pas le président de la République, on est juste des simples activistes. Mais je pense que nous avons fait notre travail. Absolument. Oui. Plusieurs personnes ne comprennent pas vraiment ce qu'est la lucha ou ce qu'est être activiste tout simplement. Parce que quand vous parlez de la lucha, il y a des gens qui vous sortent des propos du genre, vous troublez l'ordre public ou des choses du genre en fait. Plusieurs personnes ne comprennent pas ce que vous cherchez exactement. Donc, j'aimerais quand même que vous y reveniez si possible. Je pense que nous, on a la malchance d'être le premier mouvement citoyen dans une société qui est très hiérarchisée. Et certaines personnes n'ont pas le courage simplement de mettre en cause les pratiques et qu'il y a un discours assez simple qui dit si les choses ont été toujours faites comme ça, nous aussi on fait de la même manière. Et ça nous a conduit à avoir les mêmes résultats. Et quand nous, on arrive, évidemment, on ne trouble pas simplement l'ordre public matériel. Je pense que l'ordre que nous troublons le plus, elle est vraiment dans la conscience collective. Où, je me souviens, les premières marches qu'on faisait à Goma, c'est que si tu vas dans une marche, c'est-à-dire que tu es chégué. C'était, disons, les enfants de la rue qui protestaient. Quelqu'un, quand il a envie de protester, il les paye. Et donc, si on va sur la route, on a cette étiquette-là de ne pas être vraiment assez éduqué, assez... Et pourtant, quand on va sur la route, c'est qu'on a une sensibilité en plus. Et nous, on paye ça, on paye cette mentalité. Oui, et je pense d'ailleurs que c'est parmi nos grandes victoires pour nous exister avec notre identité. Pour nous, ça, c'est la plus grande victoire qu'on a eue. Parce qu'on est dans une société qui ne nous accepte pas, dans une société qui ne veut pas faire la discussion avec elle-même
des gens qui sont prêts à dire on préfère quelque chose qui ne va pas que lutter pour avoir quelque chose qui va mieux parce que la lutte elle est dangereuse. On diffuse un peu les défis, on refuse le risque. Mais après on n'a plus droit à se plaindre. Il faut quand même reconnaître ou admettre que vous êtes sujet à beaucoup d'insécurité, vu ce que vous faites souvent. Qu'est-ce qui vous donne la force d'avancer? Qu'est-ce qui vous donne la force de tenir malgré qu'on ne vous accepte pas déjà? Et malgré que c'est aussi dangereux, comme on le dit, la lutte dangereuse, qu'est-ce qui vous permet de rester là, en fait? Bonne question. Je pense que les grandes motivations viennent de l'intérieur, de chaque personne. Il y a des gens qui arrivent et disent, à partir d'aujourd'hui, je suis militant de la lucha. Okay? Ils viennent à une réunion. C'est un pas. Okay? Ouais. Et parfois, on pense que le premier pas est le plus difficile, mais pour l'activisme, c'est le contraire. Okay. C'est que le premier pas, il est le plus facile. C'est le reste qui devient compliqué. Et parce qu'on se rend compte qu'on vient de choisir la vulnérabilité, on vient de choisir d'être jugé tout le temps. Oui. Et pourquoi on avance? Parce qu'on pense qu'on fait rien de mal à personne. Parce que quand on se remet en cause, on se dit tout le jour, on se redit encore, mais bon, peut-être que c'est la voie. Si on me montrait une autre voie, je le prendrais. Mais jusque-là, il n'y en a pas. Je pense que dans mon livre, je critique un peu les partis politiques. Il n'y a pas de voie pour les nouvelles visions. C'est trop fermé sur les leaders traditionnels, les mêmes noms qui retournent, les autorités morales. Et alors, disons, ces idées, où est-ce qu'on les met, son énergie, où est-ce qu'on la met? Disons, si on n'a pas l'espace. Et donc, on avance parce qu'on pense qu'on est encore sur la bonne voie. Et on avance parce qu'on voit quand même certains fruits. On a fait cette histoire, Goma veut le route, Goma veut de l'eau, mais si on voit les résultats, Goma est parmi quand même les villes qui ont eu les plus de routes les dernières 5 années. Oui. Et une partie, c'est à cause de notre combat. Kabila, il est quand même parti. Il faut quand même se mettre en tête qu'il avait toute l'armée, qu'il avait tout l'argent et tout ce qu'il faut pour se maintenir au pouvoir. Mais quand le peuple a décidé qu'il devrait partir, il est parti. Parce que nous, on ne veut pas un président qui est là toute la vie. On a une constitution qui a quand même déjà déterminé les codes politiques. Malgré ses imperfections, on veut quand même que le minimum soit respecté. Absolument. C'est ça. Donc, on avance comme ça. On a la motivation parce qu'on pense qu'on fait quand même quelque chose de bien. Et on a quand même des résultats. Que si on ne faisait rien, on reste dans les statu quo. Je pense qu'on est autour des années 2006 jusqu'en 2012. On était quand même dans un statu quo politique. À Goma, par exemple. Bon, il y avait peut-être des organisations, mais ils étaient plus dans la capitale, à Kinshasa. Et de la province, les gens n'avaient pas la possibilité de faire quelque chose. Et donc, trouver une organisation qui part de l'intérieur du pays pour influencer les institutions, je pense qu'on a quand même fait beaucoup. Et je pense que les changements que nous, on a influencés nous motivent aussi à faire davantage. Oui. On a remarqué une chose, le mouvement ne collabore pas, que ce soit avec le gouvernement ni avec les ONG. Pourquoi? Non, nous, on ne refuse pas de discuter avec les ONG ou on ne refuse pas de discuter avec l'État, avec le gouvernement. Oui. Mais il faut mettre les bases de la discussion. Et en ce sens-là, on a déjà discuté plusieurs fois avec les ONG sur certaines thématiques et même on a été présent avec des organisations politiques sur d'autres combats, comme à l'époque où on a travaillé à Gorée, quand on a travaillé avec l'opposition politique pour le départ de Kabila, ou à Genval, ou encore dans d'autres consortiums avec d'autres mouvements citoyens, même parfois avec des organisations traditionnelles de défense des droits de l'homme, ou même avec des organisations quand on a besoin des données dans certains domaines précis du point de vue de la santé, on va les récolter dans un hôpital et il faut que quelqu'un collabore et tout. C'est pas un refus qu'on ne travaille pas avec le gouvernement. Mais nous, on veut collaborer, on veut discuter en étant nous tous sur le même niveau de compréhension. Pas cette hiérarchisation de dire eux, ils décident et nous exécutons. Parce qu'il y a parfois cette idée-là, comme on est des jeunes, nous tous, nous, on exécute et eux, ils nous disent ce qu'on doit faire. Alors, vous, personnellement, ayant vécu dans une zone de guerre autant d'années, ayant vécu même la guerre,
et tout ce qu'elle a apporté, tout ce qu'elle vous a appris aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la dignité humaine? La dignité humaine, c'est important. C'est le moteur, en fait, de l'activisme. Je pense que c'est le moteur même de l'échec de la guerre. C'est qu'on sait que, quelle que soit son identité, le fait qu'on soit humain, on a droit à un respect. Et ça, c'est important pour moi. En fait, la dignité humaine, ça met l'homme au centre de son action, quelle que soit son identité. Parce que la dignité humaine, ce n'est pas une dignité qu'on sélectionne sous base de certains aspects des origines, de la race, de la religion, de l'accent. Non, c'est quand tu es un humain, tu mérites un respect. Et je pense que ça casse le fil de la haine. Parce que la guerre, se bat, la violence, il va avec la haine. La violence, on est là tous les jours à te répéter, l'autre il est mauvais, tu dois le haïr. Avant de le tuer, tu dois le haïr. Tu dois lui faire du mal. Mais la dignité humaine te dit, c'est un homme comme toi. Et le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on peut expliciter ce problème-là au lieu de chercher à taguer les personnes et les diviser davantage? Est-ce que le problème, c'est qu'ils ont besoin de la nourriture? Alors, disons le problème comme il est. Est-ce qu'ils ont besoin de la terre? Disons le problème comme il est. Ouais. Ça n'a aucun sens de s'entretuer. Est-ce qu'on peut trouver une solution à ça? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution à ça? Est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on ne peut pas attendre? Et la dignité humaine, c'est vraiment important. C'est le moteur de la lutte non violente. C'est autant aussi pour la justice. Oui. Parce que la justice, après la dignité, la justice, elle vous donne des droits. Elle vous donne aussi des devoirs. Je me souvenais à l'époque où on discutait de la justice sociale. Il y a la justice des gens qui font le droit et tout, disons, qui établit un État. Ouais. Mais il y a cette justice de la société. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de poussière à Goma. Est-ce que c'est juste que certains ils circulent dans les voitures et ils nous laissent la poussière? Ok. L'élément de la justice, peut-être si on va devant les tribunaux, il peut être subjectif. Mais la justice sociale, elle nous met, nous tous, d'abord sous le même plan d'égalité. Et puis, c'est là qu'on va discuter. Oui. On ne va pas discuter en mettant les uns au-dessus des autres. Non. Tout à fait. La justice sociale, elle est au-delà de la justice qui est punitive. Elle est aussi au-delà de la justice qui répare. En fait, elle met les deux ensemble. Donc, pour moi, la justice sociale, quand elle est mise avec la dignité humaine, elles font le moteur de la lutte non violente. Vous écoutez le NNP Podcast. Alors, en tant que femme congolaise, en tant que militante, quels sont vos espoirs par rapport à l'avenir de notre pays? Il y a beaucoup d'espoir. Moi, je dis, il y a tellement à faire. On est dans un très beau pays. On a un pays qui a tellement d'opportunités que nous devons les saisir. Nous devons travailler dur. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un pays dans lequel quelqu'un peut travailler dur et aboutir. Absolument. Et ça, c'est une grande opportunité. Oui. Et donc, il y a beaucoup d'espoir. Et il y a aussi beaucoup de modèles. Il y a de nouvelles générations de politiciens, des nouvelles générations de leaders en économie, des nouveaux riches. Oui. Il y a des nouvelles générations de journalistes. Il y a des nouvelles générations. Il y aura de nouvelles générations des activistes. Et ça, c'est beaucoup d'espoir. On est un pays jeune. Et on est aussi un pays qui a appris, qui apprend. Je pense qu'on sait, par exemple, que la guerre est un échec parce qu'on l'a vécu. Si on ne l'avait pas vécu, ça ne serait pas assez clair. On sait le mal de la corruption. Oui. Nous connaissons comment la corruption elle est en train de tuer nos pays. Et donc, quand on te corrompt avec $50, par exemple, et que tu sais que avec cet argent, 10 personnes qui refusaient cette corruption-là, une école pouvait être construite. On sait que c'est possible qu'une école ne soit pas construite. Le contraire, on le connaît, au fait. Oui, et donc, je pense que ça, ce sont des leçons que nous avons vécues sur notre propre chair. Moi,
disons, chaque personne à Goma, il sait combien la guerre elle aide. En tout cas, ceux qui sont sous les bombes maintenant à Tamugenga, Runyoni, au-delà de leur origine, non, leurs ancêtres, ils ont vécu ici avant l'indépendance, après l'indépendance et tous les tralala. Quand la détonation est là, la peur, elle est la même. Elle ne choisit pas. Et sur base de ces éléments qu'on a vécu sur notre propre chair, on a vécu ça sur nous-mêmes, on apprend, on a appris. Et je pense sur base de toutes ces leçons, on a un très bon bagage pour construire une nation. Oui. Une très grande nation, absolument. Alors, en conclusion, s'il vous plaît, nous avons besoin de quelques conseils pour notre génération, pour la génération future qui est en train de venir. On a besoin des conseils par rapport à la recherche de la paix, par rapport à la recherche des solutions pour notre pays. Donc, 3 conseils pour nous, ça nous fera énormément du bien. Ce Congo ne sera construit que par nous. Il n'y a pas de miracle. Il n'y aura pas de sauveur qui viendra nous sauver. Nous devons nous débrouiller avec nos mains, avec nos têtes. Nous devons mettre là tous nos efforts. Oui. Quand il faut construire, il faut serrer la ceinture aussi. On ne peut pas faire les deux au même moment. Absolument. Donc, serrons nos ceintures. Et le Congo, c'est un grand chantier dans tous les domaines. Ce que nous faisons, petit ou grand, dans n'importe quel domaine que ce soit, faisons-les bien. Voilà. Les antivaleurs, nous les connaissons. Évitons-les. Je ne veux pas dire les valeurs, nous les connaissons. Parce que bon, ça, c'est un autre débat. Nous luttons pour une paix qu'on n'a jamais connue, par exemple. Non? Oui. Pourquoi nous luttons pour une paix? Parce que nous connaissons son contraire. Et nous connaissons la laideur de son contraire. Surtout ça. Donc, du coup, soyons forts, construisons le pays. C'est ça. J'aime aussi dire que tout part de la remise en cause. Oui. La discussion, l'écoute, le respect, évidemment. Mais il faut discuter, rediscuter. Discuter nos propres habitudes. Rediscuter nos propres habitudes. Oui. C'est important et ça nous aide à apprendre davantage. Quand on est figé sur... on pense qu'on connaît déjà. Si moi, je commence à dire, ah ouais, je connais déjà la guerre, je connais déjà tout, à la situation en Ukraine, ouais. je connais. Les États-Unis, oui, je connais. Le Congo, Goma, je connais. À un moment, on en reste là. On n'avance plus parce on connaît déjà. Mais si on se met en discussion, on apprend. Et quand on apprend, on devient encore plus riche en connaissances. Et donc, c'est ça, rediscutons nos habitudes. Les habitudes aussi les plus simples. Beaucoup de choses que nous faisons avec lesquelles nous ne sommes pas nous-mêmes d'accord, essayons de les améliorer. C'est déjà une bonne discussion avec soi-même. C'est ça. Et puis, vivons la vie, elle est belle, elle vaut la peine. Elle vaut la peine d'être vécue. D'être vécue avec intensité. Moi, j'ai eu beaucoup de faveurs de la vie et notre pays nous donne aussi beaucoup. Hein. Quand on sort, on va manger les brochettes avec les virailles, avec des copains et on rigole et on a des gens pour écouter toutes nos conneries et on écoute aussi les histoires des autres. Ça peut sembler quelque chose d'escompté, d'anodin, mais c'est pas partout comme ça. Il y a des gens qui meurent simplement parce que personne ne les écoute. C'est ça. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'écoutent personne. Ils n'ont pas la possibilité d'aller rire et tout. À un moment ici, il y avait un club seulement pour que les gens se retrouvent juste pour rire. Wow. Juste pour rire. Donc, on devrait avoir ce genre de choses et ici. On commence... Oui. Et puis bon, moi, je n'étais pas assez, j'y partais souvent. Et puis on commence par le rire forcé. Ouais. Et puis on arrive au rire. Au rire normal. Ouais. Vous imaginez qu'on commence par le rire forcé, non? Mais nous, là, au Congo, qui peut aller dans un club où les gens commencent par le rire forcé? Le rire, il est tout là. On rigole et tout. C'est ça. Et parfois, les gens faisaient des séances qui sont payantes pour ça. OK. Donc, ouais.
Donc, c'est ça. Il y a beaucoup. Notre pays nous donne beaucoup. Notre société donne beaucoup d'amour. Continuons aussi à en donner. Et moi, je pars à Goma très souvent, donc je me rends toujours compte de beaucoup d'amour qu'on a. La dernière fois que j'étais là, tu vois, quand on est en Europe, on se construit parfois avec toutes les valeurs, avec toute la dignité, avec tout ce qu'on lit dans les livres. On critique tout. Moi, je me remets beaucoup en cause, donc je critique, je fais l'autocritique et tout. J'ironise. Okay. Mais quand on arrive à Goma, tout fond dans les naturels, dans la simplicité des choses, où les gens ils viennent te voir et vous sortez. C'est fini, les calculs, c'est fini. et pour moi, c'est beaucoup d'opportunités qu'on a. Et n'en abusons pas, utilisons-les. C'est déjà beaucoup. Notre pays, notre peuple, nous sommes un grand peuple. Si nous travaillons un peu plus, on construira cette belle nation avec beaucoup de dignité. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour vos conseils. Merci pour cette discussion très enrichissante. Prenons en compte tous ces conseils que nous venons d'entendre. Soyons ouverts à l'écoute, soyons ouverts à la discussion et n'oublions pas que, voilà, chacun a sa part de responsabilité dans le sort de notre pays. Donc, faisons bien les choses et surtout, n'oublions pas, la vie est belle, elle vaut la peine d'être vécue. Alors, merci. J'ai quelque chose à augmenter. Oui, bien sûr. Je voulais parler de la maison d'édition qui m'avait publié. Oui. J'ai été publiée par la maison d'édition Mlimani, qui est une maison d'édition née à Goma. OK. Pour mettre à la disposition des habitants de Congolais le livre. Et c'est grâce à Mlimani que le prix il est ce qu'il est. Parce que tout le travail il a été fait localement. OK. Donc, toutes les corrections, l'impression, le travail publicitaire et la distribution du livre, il est fait actuellement par Mlimani. Donc, pour moi, c'est innovant. Donc, achetons le livre pour soutenir notre maison d'édition, Mlimani. Tout à fait. On va aller acheter les livres seulement à $5. On va acheter les livres. Il faut lire pour nourrir son esprit. Il faut lire pour apprendre. Donc, on va tous aller là-bas et faire fonctionner notre maison d'édition. Merci beaucoup, Madame Micheline. Merci pour votre disponibilité. Et revenez quand vous voulez. Ici, c'est chez vous. Et on attend impatiemment le volume 2 du livre. Yes. Comment on dit au revoir? Comment on dit au revoir en italien? Arrivederci. 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 Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Welcome to the new world of audio production in Goma City. Goma Production. We are a path to your business success. Goma Production. Joignez-nous pour vos productions audiovisuelles et de qualité.